Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La Cour constitutionnelle gabonaise reconnaît l'indisponibilité temporaire du président de la République, actuellement soigné en Arabie Saoudite. En son absence, le vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou assurera la gestion des affaires courantes. Dans l'actualité également au Congo, le Sénat a approuvé le projet de loi portant sur le code de l'urbanisme et de la construction. Le texte sera maintenant soumis à la Chambre basse du Parlement. Et puis le Soudan connaît une crise de liquidité. De nombreux distributeurs se retrouvent à court de billets de banque alors que le gouvernement tente d'éviter un effondrement économique. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a statué sur l'absence du chef de l'État. Le président, toujours soigné en Arabie Saoudite, l'institution a reconnu son indisponibilité temporaire. Et pour l'heure, c'est le vice-président de la République, Pierre Claver Maganga Moussavou, qui est chargé d'assurer l'intérim des affaires courantes. C'est un sujet de la rédaction. Alors que le doute règne sur l'état de santé du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba depuis le 24 octobre, le Premier ministre Emmanuel Izosé Ngondé a saisi la Cour constitutionnelle. L'institution a reconnu ce 14 novembre une indisponibilité temporaire du président de la République. Pendant son absence, c'est le vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou qui sera chargé de présider les conseils des ministres et de s'occuper des dossiers urgents. En cas d'indisponibilité temporaire du président de la République, pour quelque cause que ce soit, certaines fonctions dévolues à ce dernier, à l'exception de celles aux articles 18, 19 et 109, alinéa 1er, peuvent être exercées soit par le Premier ministre, sur autorisation spéciale de la Cour constitutionnelle saisie par le Premier ministre ou un dixième des membres du gouvernement, chaque fois que c'est nécessaire. En vertu de cet alinéa, ajouté à l'article 13, le vice-président de la République est autorisé à convoquer et à présider un conseil des ministres qui portera exclusivement sur l'ordre du jour joint à la requête du Premier ministre. Cette autorisation accordée au vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou permettra au gouvernement d'assurer le conseil des ministres qui ne s'est pas tenu depuis 3 semaines. L'ajout de ce nouvel alinéa suscite de vives réactions du côté de l'opposition qui dénonce ce manque d'informations. Sur les réseaux sociaux ou dans leur QG, les membres de l'opposition reprochent au gouvernement de ne pas diffuser les informations sur l'état de santé du président Ali Bongo Ondimba. Le peuple gabonais et bien sûr l'opposition prend très mal les décisions que prend la Cour constitutionnelle. Le vice-président ne peut pas être désigné comme intérimaire du président. La Constitution est claire. Lorsque le président est empêché, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Âgé de 59 ans, le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, est hospitalisé en Arabie Saoudite depuis le 24 octobre. Selon les déclarations de la présidence, les médecins ont constaté des saignements justifiant une prise en charge médico-chirurgicale. Pour l'heure, la date de son retour et l'évolution de sa situation n'ont pas été communiquées. Au Congo, le Sénat a approuvé le projet de loi portant sur le code de l'urbanisme et de la construction. Celui-ci devra désormais être présenté devant la Chambre basse du Parlement. Le nouveau code vient modifier la législation en place depuis 1988, devenue inadaptée face aux réalités environnementales actuelles, ainsi qu'à la décentralisation. Des précisions avec notre correspondant de Vapanzo. La Chambre haute du Parlement a entériné le projet de loi qui permettra au pays de se doter d'un nouveau code de l'urbanisme et de la construction après celui de 1988 devenu obsolète. Proposé par la Commission économie et finances du Sénat, cet instrument vise à corriger le manque de cohérence et l'éparpillement des textes observés dans l'ancienne législation. Ce nouveau code de l'urbanisme et de la construction essaie de réactualiser l'ancien code qui était là depuis 1988, où il y avait des dispositions qui faisaient allusion aux partis État et à ces organisations de masse. Donc il fallait actualiser et dans ce code tenir compte de l'environnement, tenir compte de la décentralisation. Selon les sénateurs, ce projet de loi intègre les préoccupations actuelles de la société congolaise. Il apporte aussi des corrections à l'insuffisance de la prise en compte des préoccupations environnementales. Mais cette loi ne serait efficace sans les textes de loi. Nous pouvons voter des lois, mais il faudrait que les textes d'application soient pris et que les lois aient un impact. Et que ce code soit vulgarisé pour que les populations sachent maintenant quelles sont les nouvelles dispositions, qu'on ne peut plus construire n'importe comment, qu'il y a des dispositions qui doivent être là. Et préalablement, il faudrait que ces populations soient sensibilisées.
Ce code de l'urbanisme et de la construction identifie 6 types d'opérations parmi lesquelles le lotissement, la construction et la rénovation urbaine. Au Rwanda, la Kigali Innovation City, l'un des plus grands projets du gouvernement, vient de décrocher un investissement de plus de 400 millions de dollars, une somme du fonds Africa 50 qui permettra de développer un projet immobilier que certains qualifient déjà de Silicon Valley de Kigali. Des précisions avec notre correspondant Fraterne Dekaïsenga. Africa 50, une société panafricaine d'investissement dans les infrastructures, va injecter 400 millions de dollars dans le projet Kigali Innovation City, renforçant ainsi les efforts du Rwanda pour développer son centre technologique. L'investissement va être dédié à la partie immobilière du projet, évaluée à 800 millions de dollars. Tout d'abord, il faut comprendre qu'en plus des 4 universités qui auront leur campus à la Kigali Innovation City, nous aurons plus de 5000 employés qui auront besoin d'habitation et d'une vie communautaire. Cet investissement couvrira donc la moitié du coût des infrastructures immobilières pour le projet. Évalué à environ 2 milliards de dollars, le projet devrait accueillir des universités prestigieuses, des entreprises technologiques mondiales de biotechnologie, de commerce de premier ordre et des entreprises immobilières, tout ceci pour la promotion de l'innovation et des talents du continent africain. Heureusement, et grâce à la croissance économique du continent, les sociétés mondiales de nouvelles technologies veulent se répandre sur le continent. Les projets comme le nôtre proposent des solutions aux conditions que posent ces sociétés pour venir s'implanter chez nous et pouvoir contribuer à servir le marché africain en pleine croissance. Présenté comme l'un des plus grands projets technologiques du continent, la Kigali Innovation City a été initiée et lancée par le gouvernement rwandais en 2016 dans le cadre de ses ambitions de devenir une économie basée sur la connaissance d'ici 2024. À Khartoum, la capitale soudanaise, de nombreux distributeurs automatiques sont à court de billets de banque. De son côté, le gouvernement œuvre pour éviter un effondrement économique avec une forte dévaluation et des mesures d'austérité d'urgence. Plus de détails avec Corinne Kamseux. Au Soudan, face à la demande croissante de liquidités, de nombreux distributeurs automatiques dans la capitale Khartoum sont à court de billets de banque. Ceci en raison de l'inflation, mais aussi de la politique de la Banque centrale qui restreint la masse monétaire pour protéger la livre soudanaise. En effet, il y a un mois, les autorités ont laissé la valeur de la livre passer de 29 livres à 47,5 livres le dollar. Le Soudan est en crise. Et la première crise, elle est politique, qui est suivie d'une crise humanitaire, qui est suivie par une crise financière et économique, et bien entendu, on a une crise sociale. À partir du moment où il n'y a pas de prédictibilité d'un pays, les investissements sont quasiment nuls, essentiellement les investissements étrangers. Face à la crise, le président soudanais Omar El-Béchir, après une série de mesures ces derniers mois, il y a eu le 18 septembre la désignation d'un nouveau gouverneur de la Banque centrale qui a modifié le système de fixation du taux de change. S'agissant du nouveau Premier ministre Moutaz Moussa Abdallah, il travaille sur un plan de réforme économique qui va s'étendre sur 15 mois. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est éventuellement un grand plan d'investissement, mais pour ça, ils ont d'abord besoin d'un plan intérimaire d'aide à la stabilisation. Et ça devient des questions qui sont à la fois économiques, financières, mais surtout politiques. L'inflation soudanaise s'est établie à plus de 68% en septembre 2018, soit l'un des taux les plus élevés au monde. Le gouvernement a renforcé les subventions à la farine pour tenter de limiter l'impact sur le pain. Selon le Premier ministre, des tractations avec la Banque centrale sont actuellement en cours pour résoudre le problème des distributeurs automatiques de billets de banque. En Égypte, la prévalence du cancer devrait être multipliée par 3 d'ici 2050, selon les estimations des instituts de cancérologie du pays. La fondation Oda El Imam vient en aide aux femmes touchées par cette maladie avec un projet Be Beautiful. Il consiste à donner aux patientes un soutien psychologique, une aide esthétique et nutritionnelle afin de les aider à surmonter cette épreuve difficile. Découverte avec Vina Nodin. En Égypte, le taux de cancer pourrait être multiplié par 3 d'ici 2050, une croissance qui ira de pair avec l'augmentation de la population. La fondation Yoda El Imam s'attache à aider psychologiquement les femmes atteintes de cancer dans le pays avec le projet Be Beautiful.
Nous fournissons aux femmes un soutien émotionnel, car lorsqu'une personne est diagnostiquée d'un cancer, elle, sa famille et ses amis sont sous le choc psychologique. Cela crée une atmosphère d'énergie négative autour des patientes, ce qui affaiblit leur système immunitaire. Nous les mettons en contact avec des psychologues pour savoir comment elles peuvent surmonter cette négativité, renforcer leur système immunitaire et résister au cancer. Récemment, un atelier a été organisé au Caire dans le but d'enseigner aux patientes atteintes de cancer comment gérer de manière positive les effets secondaires du traitement du cancer. La fondation Yoda El Imam propose également des conseils de maquillage, un soutien en matière de santé mentale et des conseils nutritionnels. Quand on diagnostique le cancer à une femme, on a l'impression que l'on perd notre féminité et c'est quelque chose qui peut vous briser, c'est bouleversant. Mais quand on rebondit et qu'on commence à se sentir mieux émotionnellement, on se dit que nous sommes jolies, peu importe ce qui a changé dans notre apparence. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est ce que j'ai personnellement ressenti, mais je suis également convaincue que la plupart des femmes atteintes du cancer ont été confrontées aux mêmes problèmes. Le projet Be Beautiful est déjà en cours au Liban et aux Émirats arabes unis. Il sera lancé dès la fin du mois de novembre 2018 dans 7 hôpitaux égyptiens. Les organisateurs espèrent aider 5000 femmes égyptiennes au cours de la première année. À l'échelle mondiale, le cancer est responsable d'un décès sur 6 selon l'Organisation mondiale de la santé. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.